Les usagers de la poste du boulevard Mandela excédés par les files d'attente interminables, l'association Agir a rencontré ce matin le directeur de la poste sans aucune avancée notoire. Les rencontres photographiques de Guyane se poursuivent jusqu'au 26 novembre sur tout le territoire. Nous vous proposons le portrait de deux photographes de talent qui ont marqué par leur originalité. Enfin, une compétition 100% féminine, le Raid des Alizés réunira en Martinique 200 aventurières autour d'épreuves multisports. Les derniers entraînements d'une des équipes guyanaises à découvrir dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Merci de nous rejoindre sur ATV Guyane. Sachez que vous pouvez aussi nous suivre en direct sur Facebook. Pour ouvrir ce journal, 4 agents du service d'émoustication de la collectivité territoriale ont été victimes d'un braquage hier à Saint-Georges de l'Oyapock. 3 agresseurs leur ont volé argent et téléphone portable avant de s'enfuir avec la voiture de service qui a été retrouvée plus tard au Saut-Maripa. Une cellule psychologique a été mise en place et une plainte a été déposée par la CTG. Isabelle Patient, vice-présidente de la CTG, était au micro de Chris-Laure Phillips et de Pierre Tréfou. Vraiment à déplorer une agression qui a été traumatisante pour nos agents, puisque 4 agents qui étaient en train dans l'exercice de leur mission de démoustication au niveau du lotissement Maripa ont été agressés par 3 braqueurs qui les ont agressés avec une arme. Et donc forcément ces agents ont été traumatisés et ont ensuite été pris en charge directement par les services de la CTG qui sont basés à Saint-Georges de manière à être accompagnés. Donc les forces de l'ordre bien évidemment ont immédiatement été contactées afin de pouvoir non seulement retrouver les malfaiteurs et surtout le véhicule de la démoustication qui a été volé au moment du braquage. C'est quand même une première et ça s'inscrit dans un climat d'insécurité ambiant en Guyane, une insécurité croissante. Aujourd'hui, c'est un événement supplémentaire qui démontre qu'il y a une situation vraiment qui devient, dramatique, alarmante d'insécurité en Guyane, puisque même des agents de la démoustication qui sont là pour justement aider les populations, lutter contre des maladies qui soient des maladies liées aux moustiques. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'ils fassent un métier qui est au service de la population et de voir qu'ils se font agresser. D'ailleurs, on a vu récemment aussi des pompiers qui avaient été agressés. Enfin, là, on s'inscrit dans un climat ambiant qui n'est pas bon. Et là, ce n'est pas que la CTG qui pourra mettre en place les mesures pour pouvoir garantir la sécurité de tous nos agents, mais vraiment, c'est un partenariat fort avec le préfet, les forces de l'ordre, donc gendarmerie, police nationale, toutes les forces de sécurité sur le territoire et même les polices municipales, de manière à ce que nous puissions mettre en place des dispositifs afin de garantir la sécurité de tous nos agents. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Les assises des Outre-mer ont été lancées mi-octobre en Guyane. Elles sont prévues pour durer 7 mois. L'objectif est de réinventer l'avenir des territoires ultramarins avec des mesures plus adaptées. Mais concrètement, comment vont se dérouler ces assises? Les détails avec Karine Alcide et Gaël Wassim. Emmanuel Macron l'a dit et répété, il n'est pas le Père Noël. En d'autres termes, les Outre-mer doivent impérativement être acteurs de leur avenir. Ces assises des Outre-mer doivent en quelque sorte permettre à chacun de construire son futur. Histoire qui ne sera pas faite de promesses non tenues, d'engagements budgétaires dont plus personne ne comprend même la logique, de milliards accumulés sans qu'on explique jamais les délais, et d'une relation toujours asymétrique, où on regarde l'État comme quelqu'un à qui on demande et qui ne fait jamais assez, et où l'État regarderait ces territoires comme une charge et non plus comme une chance. Comment cette vaste opération qui touche l'ensemble des Outre-mer doit permettre de récolter des projets de développement, socle de l'avenir de ces territoires? Sorte de brainstorming numérique, car les projets sont récoltés uniquement par Internet et un premier choix sera effectué à compter du 15 janvier prochain. En Guyane, ces assises arrivent quelques mois après les événements de mars et avril et qui ont vu naître une nouvelle volonté de concertation, certes, mais à travers les états généraux pilotés par les Guyanais eux-mêmes. En somme, même si les deux démarches ne s'opposent pas forcément, elles divisent ici en Guyane. Certains ont toutefois décidé de prendre part aux assises afin de jouer sur les deux tableaux et grappiller de l'argent de part et d'autre. Il y aura aussi une trajectoire financière avec des moyens mis face à des projets, année après année. Et les textes financiers, Monsieur le ministre le sait bien, qui m'a aussi accompagné à cet effet, seront au rendez-vous de nos exigences. Le livre bleu, terme consacré pour le recueil des projets retenus, sera présenté et budgétisé mi-2018. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, n'a pas hésité à mettre les pieds dans le plat. Elle quittera le gouvernement si ces assises ne trouvent pas une traduction budgétaire. Le Père Noël devra ainsi ouvrir sa hotte, au moins un peu.
Pour en parler ce soir, notre invité est Bruno Berthet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes donc coordinateur local des Assises des Outre-mer. Tout d'abord, en quoi consiste votre fonction? L'objectif, c'est vraiment de coordonner au local la démarche, puisqu'on a un ensemble national qui va inscrire un calendrier sur le temps. Et il va falloir, sur chaque territoire, dérouler cette méthodologie, l'adapter, la concrétiser également, mobiliser les acteurs, conserver un calendrier cohérent et faire que la synthèse de Guyane puisse intégrer largement le livre bleu Outre-mer. Donc l'idée, c'est de coordonner l'ensemble pour qu'on soit cohérent par rapport à la démarche nationale. Concrètement, de quelle manière les assises vont-elles changer la donne dans les Outre-mer? L'objectif, c'est vraiment d'avoir des projets réalisables, réalistes et concrets avant 2022. Donc c'est vraiment d'avoir des choses qui puissent se faire dans des délais assez courts, 3 ans, 3 ans et demi, et qui puissent être des démarreurs d'un cercle vertueux, c'est-à-dire vraiment des projets structurants qui vont amener des filières à se concrétiser, améliorer le quotidien des citoyens ou aller sur des éléments très structurants que les citoyens vont pouvoir choisir dans leurs priorités au fur et à mesure. Il y a 3 axes principaux dans ces assises des Outre-mer. Est-ce que vous pouvez nous les détailler? Alors 3 axes, c'est plutôt 3 outils en tout cas qui sont mis à disposition. Une consultation numérique nationale qui est aujourd'hui en cours sur le site des Assises des Outre-mer. Une adresse mail qui a été ouverte pour que chacun puisse envoyer ses projets en Guyane et sur le projet Guyane, et des ateliers qui commencent à travailler, qui vont être les relais, les ambassadeurs sur le terrain auprès des citoyens pour faire remonter des projets concrets qui puissent être intégrés dans ce livre bleu Guyane. La question que tout le monde se pose ces temps-ci, c'est est-ce que ces assises vont-elles rester lettre morte comme les États généraux des Outre-mer en 2009 qui ont été commandités par Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'on va vraiment avoir des effets réels de ces assises? L'objectif, c'est justement de se départir de ces États généraux qui étaient vraiment un bilan des grands enjeux de politique pour vraiment des projets concrets et pragmatiques. Donc on peut imaginer que la concrétisation de tout cela, ce sera plus simple du fait que l'on ait identifié un porteur de projet, des freins, qu'on puisse lever rapidement et qui puisse faire émerger ces projets très vite. L'objectif, c'est vraiment qu'on soit très cohérent dans ce qu'on demandera et ce qui sera soutenu, c'est-à-dire que 3 ans et demi, il n'est pas la peine d'espérer des centaines et des centaines de projets, mais peut-être quelques projets structurants qui vont accompagner le territoire dans son développement. Pour ne pas répéter les erreurs du passé, je veux dire, quelle garantie réelle on a de la part du gouvernement Macron par rapport à ces assises pour vraiment produire des effets sur la durée? L'engagement, c'est vraiment et totalement de se dire qu'on part du projet et du territoire et des acteurs du territoire, de ce qu'ils souhaitent. L'idée, c'est qu'on mette tout le monde autour de la table pour que les choix qui soient faits, les priorités, ne soient pas celles du gouvernement, qui est un acteur en tant qu'État de cette démarche, mais qu'on soit bien sur un projet de territoire qui soit soutenu par l'État, mais aussi il faudra l'accord de l'ensemble des collectivités, des socioprofessionnels, des associations, des citoyens. Il faudra que tout le monde soutienne ce livre bleu Guyane et c'est l'objet de la démarche actuellement. Que deviennent les États généraux face aux assises des Outre-mer? Les États généraux de la CTG ont plutôt orienté, ou des collectivités globalement pour le projet Guyane sont plutôt orientées sur le long terme, puisque là, nous, 2022, c'est un cadre très contraint de 3 ans. L'idée, c'est aussi une réflexion institutionnelle qui ne sera pas du tout le cas des assises. Est-ce que ça fait pas doublon d'une certaine manière? Et je pense que là, les dialogues sont en cours pour essayer que les projets structurants soient cohérents. Je pense qu'en même temps, on arrivera sur les mêmes diagnostics, les mêmes envies et les mêmes projets, mais en même temps, les assises doivent rester sur le concret, ce qui est pas le seul cas des États généraux qui doivent amener une réflexion beaucoup plus large que juste des projets concrets et réalistes. Alors justement, sur cet aspect concret des projets du 18 octobre au 31 janvier, les porteurs de projets pourront déposer leur candidature. Quel budget est alloué à ces différents projets et sur quels critères seront-ils sélectionnés? Alors c'est un concours d'innovation qui va être lancé sous peu parce qu'il a été retardé, donc il sera là dans les jours prochains lancé sur le site des Assises des Outre-mer. L'idée, c'est vraiment de retenir quelques projets très innovants qui vont permettre aux Outre-mer de devenir des territoires de restructuration et d'innovation. L'idée, c'est d'avoir une enveloppe qui soit sûrement quelques milliers d'euros. Ça dépendra aussi des projets et des besoins. Mais il n'y a pas là d'enveloppe fermée. C'est l'idée de retenir quelques projets en fonction de aussi combien on aura de porteurs de projets qui vont se soumettre leurs idées au comité national. Est-ce qu'on a une petite idée sur le territoire? Là, en ce moment, je sais qu'il y a juste 7% de personnes qui ont participé aux Assises des Outre-mer. Là, pour l'instant, en Guyane. Alors 7% de l'ensemble des gens qui ont participé à la consultation sont de Guyane. Quand on sait que finalement, la Guyane représente à peu près 9% de la population outre-mer. De l'ensemble des outre-mer. C'est ça. Et la population de Guyane, c'est à peu près 9% de la population des outre-mer. Donc finalement, on n'est pas très très loin. 80% de la population guyanaise a participé déjà? Non, puisque c'est 5000 personnes au total qui ont participé sur l'ensemble des outre-mer.
Pour autant, cette consultation, c'est donner des priorités. Ce n'est pas encore choisir les projets. Le travail qu'on est en train de faire, c'est justement mobiliser tout le monde pour que la consultation de janvier permette aux gens de choisir les projets qu'ils souhaitent voir se réaliser en Guyane. Et c'est cette phase-là qui sera la plus importante. Pour autant, les gens doivent nous dire ce qui est prioritaire pour eux aujourd'hui. Bruno Berthet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, cette intervention du sénateur Antoine Karam ce matin au Sénat. Il interroge le gouvernement sur le bien fondé du projet de loi sur la fin de l'exploitation des hydrocarbures d'ici 2040 dans une Guyane en proie aux difficultés sociales et économiques. Pour le sénateur Karam, le projet de loi privera la Guyane d'une manne financière considérable. Le débat autour de ce texte est en ce moment même au Sénat. Écoutons l'intervention du sénateur Karam. Le projet de loi qui est présenté devant notre Assemblée vise à faire de la France une nation pionnière de la sortie des énergies fossiles. En pratique, ce texte permet aussi à l'État de sortir d'une forme de duplicité qui, s'agissant des demandes de permis, l'a souvent conduit à ne pas prendre de décision, laissant les tribunaux le faire à sa place. Mais vous en conviendrez, la Guyane pâtit de cette duplicité depuis de nombreuses années. D'un côté, la majorité des demandes de permis restent sans réponse, et de l'autre, le décret censé transférer compétences en matière de titres miniers offshore à la collectivité territoriale se fait attendre depuis 17 ans. Je pose donc une première question, soulevée implicitement par le Conseil d'État lui-même. Quelle contrepartie réelle la Guyane et les Outre-mer en général retirent-ils de ce texte dont ils vont pourtant payer au prix fort le symbole? Hormis quelques dispositions concernant les îles de Wallis et Futuna, je regrette qu'aucune mesure d'adaptation ne soit prévue pour les territoires ultramarins. Le gouvernement a prolongé un permis d'exploration détenu par Total avant de s'engager à prendre avant la fin de l'année ce décret tant attendu. Si je salue ces engagements, je crains néanmoins que nous soyons encore loin du compte, tant cette compétence sera avec ce texte ni plus ni moins qu'une coquille vide. Par ailleurs, vous dites avoir prolongé ce permis au titre de droits acquis. Mais permettez-moi de poser une seconde question. Qu'en est-il des droits retenus, littéralement pris en otage par les gouvernements successifs de droite comme de gauche, préférant garder le silence pour créer des décisions implicites de rejet, plutôt que de refuser expressément des demandes et d'avoir à les motiver? Donc les permis qui sont en cours d'examen, pour moi, ne disposent pas du droit de suite. Le droit de suite, moi, j'y étais très attaché. J'y étais attaché simplement parce que le Conseil d'État nous a bien alerté là-dessus, et il a eu raison de le faire. Mais pour moi, c'est l'intérêt du projet de loi que de donner des bons signaux. Alors pourquoi on accorderait des permis alors que nous savons qu'il va falloir se passer des énergies fossiles? Pour moi, ça serait encore une sorte de mensonge qu'on ferait aux acteurs économiques en leur disant « vous allez avoir des nouveaux permis, mais il va quand même falloir qu'à un moment ou à un autre, on sorte des énergies fossiles ». Je pense qu'il faut mettre tout le monde dans une même trajectoire et un même objectif. Il y a bien deux cas qui se présentent. Il y a les permis qui sont déjà accordés, et je le répète, qui disposent d'un droit de suite et qui pourront en faire usage, et puis les permis qui ne sont pas accordés, et dans mon esprit, ils seront refusés. Je vous le disais en titre, les usagers de la poste du boulevard Mandela sont excédés par les files d'attente interminables. L'association Agir a souhaité rencontrer ce matin le directeur de la poste sans aucune avancée notable. Les détails dans ce reportage de Chryslaure Phillips et de Pierre Tréfou. Beaucoup de patience, un peu d'eau et même une chaise, voici les indispensables pour certains usagers qui souhaitent faire une transaction à la poste. Donc je suis là depuis 6 h du matin, donc au moins 3 h, 4 h d'attente, quoi. Et donc j'ai pris une chaise parce que je me suis dit là au moins ce sera plus facile. Parce que vous avez un tas de gens dans la queue là qui en ont marre, il y en a qui sont presque au bord de l'épuisement, il y a souvent presque des bagarres, il y a des bagarres aussi, et c'est pas normal qu'on puisse avoir autant de temps à attendre juste pour aller faire une opération simple financière au guichet. C'est pas normal. Avec des périodes d'attente pouvant aller au-delà des 6 heures, certains esprits s'échauffent alors que d'autres proposent des solutions. Moi, la solution qu'il y a, c'est que c'est pas la file d'attente qu'il faut voir. C'est à l'intérieur. S'il y avait plus de guichets, ça aurait été plus vite. Voilà, pour moi, c'est la meilleure solution là. L'association des Guyanais indignés et révoltés, qui a pour objet l'amélioration de la qualité des services publics, a rencontré ce matin le directeur de la banque postale Mandela. Nous avons souhaité être reçus par un responsable, par le directeur de la banque postale, le voiture responsable, nous avons été reçus. Et apparemment, nous avons été entendus sur un certain nombre de doléances.
Et c'est un service de transfert de fonds internationaux qui est pointé du doigt par le président de l'association Agir, qui a fait part de ses réserves au directeur de la Banque Postale. Je demandais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'externaliser, si vous voulez, cette banque américaine de transfert de fonds, parce que nous considérons qu'elle aussi engendre le congestionnement des espaces réservés aux usagers et l'engorgement de la Banque Postale. L'association, qui ressort satisfaite de ces échanges, a annoncé d'autres opérations coup de poing dans les administrations dans les jours à venir. L'avenir de l'intersyndicale CDTG-CFDT faisait l'objet d'une réflexion lors du 17e congrès de la Confédération fin de semaine dernière. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, s'est déplacé pour l'occasion. Il revient sur l'importance des représentants syndicaux au sein des entreprises au micro de Pierre Tréfou. Et ce que j'ai vu ici en Guyane, c'est d'abord une société qui est en attente que l'État intervienne davantage sur les problématiques sociétales et sociales qui font la préoccupation quotidienne. Et j'ai été un peu surpris de voir que la question de la sécurité, par exemple, évidemment la question de la santé, mais de l'éducation sont très prégnantes. Et puis le deuxième élément pour moi, c'est qu'il y a besoin ici, en Guyane, d'un syndicalisme qui assume une vision réformiste, c'est-à-dire qui prend en compte la réalité des problèmes et qui essaie de les régler. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'opportunités ici, en Guyane. Il y a une société, des travailleurs, des militants de la CDTG qui ont envie de faire, mais il y a aussi beaucoup de difficultés et beaucoup de défis. Le défi du développement économique et de la création de nouvelles filières, le défi du dialogue social, le défi du vivre ensemble, en ayant des horizons différents, enfin des origines différentes, mais essayant de se fixer un horizon commun. Et puis le défi de l'action publique, d'un État qui assume que dans ce territoire de la République, en Amérique latine, il y ait du respect des règles, de nos règles de la République, mais aussi une aide particulière qui doit être apportée à ce territoire en termes d'investissement public, mais aussi d'investissement économique. Et c'est vrai ici en Guyane, comme c'est vrai partout sur le territoire de la France. Voilà. Moi, je crois que les salariés, ils ont de plus en plus besoin du syndicalisme. Et c'est vrai qu'on est face à un gouvernement qui, parfois, je l'ai dit dans une interview récente, donne le sentiment qu'il aimerait bien se passer des syndicats. Eh bien, plutôt que de lui faire croire que c'est possible, montrons-lui que nous sommes présents et que la meilleure manière d'être présent, c'est d'être auprès des salariés et de répondre à leurs préoccupations en termes de conditions de travail, de salaire, d'emploi, de protection sociale. Un tour en Martinique à présent, les services de la préfecture se modernisent. Depuis hier, les guichets des cartes grises et permis de conduire sont fermés. Les particuliers doivent adresser leurs demandes, soit par courrier, soit chez des professionnels de l'automobile. Le nouveau système s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement de moderniser la délivrance des titres. Explication d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. La préfecture avait annoncé la dématérialisation de ces deux services il y a plusieurs mois déjà. Pourtant, les usagers sont encore nombreux à se rendre sur place et semblent éprouver quelques difficultés à se faire au nouveau système. C'est pas une bonne démarche parce que si on n'a pas Internet, là on est dans le baba. Bon, quoi qu'il y a cyberbase et tout, mais il faut avoir le temps, il faut savoir le faire. Et si on n'a pas quelqu'un pour vous aider, on ne peut rien faire. Ça me gêne un peu puisque je suis sorti de loin et pour venir ici pour rien. Au final, c'est par Internet qu'il faut qu'on fasse. Il n'y a plus de service ici. Il y a un numéro d'appel, on ne vous décroche pas. Et en ligne, donc pour moi, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'interlocuteur, donc on ne peut pas poser de questions. Donc des fois, c'est un peu compliqué sur Internet. Mais bon, si c'est simple, ça peut être mieux. Tous les interlocuteurs n'ont pourtant pas disparu. Pour aiguiller les usagers et les accompagner dans leur démarche, la préfecture a mis en place un point d'accueil numérique à Fort-de-France, mais aussi en sous-préfecture au Marin et à Trinité. Erika, elle, a tenté de faire sa demande de carte grise depuis chez elle, sans succès. Ici, un médiateur l'accompagne. Hier, je suis venue, mais le site n'était pas exactement prêt ou bien il y avait un bug. C'est un petit peu compliqué le fait qu'on ne connaît pas vraiment le logiciel. Je pense que pour certaines personnes âgées, ça va être un petit peu plus dur. Le fait qu'ils étaient habitués de faire sous papier et tout, mais sinon, avec l'aide, ça va. Une démarche qui a débuté avec la délocalisation de certains papiers administratifs, cartes d'identité et passeports, qui se font désormais en mairie. Autour à présent des cartes grises et des permis de conduire via Internet, mais pas que. On est passé
aussi par un certain nombre de tiers de confiance. En matière de permis de conduire, ces tiers de confiance sont les auto-écoles. C'est-à-dire que les auto-écoles peuvent, dans le cadre de la relation que vous avez avec eux, faire pour vous un certain nombre de démarches liées au permis de conduire. Mais les tiers de confiance sont aussi les professionnels de l'automobile et notamment les concessionnaires, les garagistes. Les auto-écoles, nous en avons de l'ordre de 130 agréés et les professionnels de l'automobile, 140 pour la Martinique. Ce changement radical, c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a instauré afin de moderniser certains services et répondre également à des problématiques bien précises. C'est aussi un plan qui vise à recentrer l'action du ministère de l'Intérieur. On entend beaucoup parler de terrorisme, de protection des populations. Ici, nous sommes particulièrement concernés par les risques en matière de sécurité civile et le mois de septembre nous l'a assez montré. Et donc le ministère de l'Intérieur profite aussi de cette modernisation pour réallouer ses moyens. Depuis la première phase de son instauration en mars, la préfecture enregistre déjà 70% des demandes de carte grise via des tiers de confiance. Du nouveau dans le ciel des Antilles-Guyane, depuis avant-hier, la compagnie norvégienne Airways a repris ses liaisons vers et à destination et au départ de la Guadeloupe. Elle propose une destination de plus par rapport à l'an dernier. À cela s'ajoutent les lignes de la compagnie Air France, fini les compagnies américaines pour le plus grand bonheur de l'économie touristique. Un reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Après avoir transporté pas moins de 100 000 passagers en Guadeloupe la saison dernière, la Norvégienne est de retour dans notre paysage aéronautique. Très exactement, c'est fin 2015 que Norvégienne a commencé ses premières opérations sur la Guadeloupe. Et grâce à cette compagnie, nous avons, dès l'année 2016, franchi le cap de plus de 100 000 passagers donc, en provenance ou à destination des États-Unis. Donc ça n'est pas neutre, effectivement, donc, dans la structure de notre trafic, mais ça n'est pas neutre aussi pour les communes de la Guadeloupe, parce que beaucoup de Guadeloupéens ont constaté, des hôteliers aussi, qui avaient une clientèle américaine donc, qui était beaucoup plus importante grâce à ce nouvel opérateur. Et actuellement, donc, courant 2017, nous sommes déjà à plus 23%. Donc la progression se continue et l'offre aussi vers les États-Unis se diversifie puisque la compagnie Air France va aussi mettre en place des rotations sur Atlanta, donc dans quelques jours, dans le courant de ce mois de novembre. La reprise des vols au départ des États-Unis est également une aubaine pour l'industrie du tourisme qui voit de nouveau de nombreux passagers américains séjourner dans nos hôtels et profiter de nos infrastructures touristiques. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous apprenions à les garder. Mais je pense que c'est une très bonne chose pour l'économie de la Guadeloupe. Premièrement, parce que nous avons des sites qui s'approprient, nous avons des atouts. Donc nous pouvons être fiers de notre destination. Donc on donne un peu le goût avec une escale. Mais aujourd'hui, les avoir en séjour, c'est une très bonne chose. Récemment, j'en ai eu. Et ils ont été très contents de visiter le Memorial Act, qui pour eux est une expérience vraiment inoubliable. Et nous avons l'habitude de les recevoir, c'était de façon ponctuelle. Je pense qu'avec l'arrivée des compagnies aériennes, eh bien, j'espère que la fréquentation touristique de cette niche, parce que c'est une niche importante pour nous, avec un pouvoir d'achat, avec un pays aussi riche que les États-Unis, ils ont besoin aussi de savoir que dans la Caraïbe, il y a d'autres îles et surtout la France dans la Caraïbe. Donc je pense que nous avons tout à y gagner de bien les recevoir et de surtout garder notre destination propre et embellie. La Norvégienne a par ailleurs restructuré ses vols en maintenant 6 vols par semaine vers New York, 3 vols par semaine vers Fort Lauderdale, tout en innovant cette année avec une nouvelle destination Providence-Boston avec 2 vols par semaine. Les États-Unis représentent désormais un quart de la croissance du trafic de pôle Caraïbes. Sachez que la compagnie norvégienne s'intéresse également à la Guyane pour une desserte vers les Antilles. Du sport à présent, avec une compétition 100% féminine, le Raid des Alizés réunira en Martinique 210 aventurières durant 6 jours du 14 au 19 novembre. Le parcours est tenu secret jusqu'au coup d'envoi avec des épreuves multisports, course à pied, VTT, canoë-kayak. 4 équipes guyanaises devraient participer cette année. Nous avons rencontré les membres de l'équipe C'est où qu'on va une semaine avant la compétition. Reportage de Stéphane Govindin. Elles sont 3, elles sont femmes, elles sont mères et elles participent au Raid des Alizés pour la bonne cause. Notre challenge, c'est représenter l'association ADER. Donc l'association ADER, c'est une association qui intervient sur le Haut-Maroni pour aider les Amérindiens pour lutter contre le suicide.
Et notre challenge, c'est terminer le raid des Alizés en une seule pièce. Donc la compétition va se dérouler sur 4 jours. Nous ne connaissons pas donc les parcours, nous les connaîtrons juste le soir ou le matin. Donc ça sera du trail, du VTT, du kayak et une épreuve mystérieuse qu'on découvrira au dernier moment. Sur le point de vue personnel, c'est une aventure humaine, c'est un partage avec Anne et Flo. On prépare ça depuis 6 mois à fond et on veut passer un moment extraordinaire et inoubliable. Nous ne sommes pas la seule équipe de Guyane, nous sommes 4. Une sur Rémire, une sur Kourou et une sur Saint-Laurent. Nous sommes plus que déterminés, nous sommes motivés, déterminés et on veut faire un bon résultat. L'équipe C'est où qu'on va reviendra de cette aventure avec, on l'espère, des images plein la tête et la satisfaction d'avoir participé. Et pour clore ce journal, une fusée Vega lancera le satellite Mohamed 6A ce soir à 22h42. Il s'agit d'un satellite d'observation de la Terre pour le compte du Royaume du Maroc. Il servira notamment aux activités cartographiques et cadastrales, à la prévention des catastrophes naturelles et à la surveillance des frontières et du littoral marocain. 10e lancement de l'année et 11e du lanceur Vega depuis le début de l'exploitation du Centre spatial guyanais en 2012. Nous voici arrivés à la fin de ces tranches d'informations. Voici les titres que nous avons développés. Les usagers de la Poste du boulevard Mandela excédés par les files d'attente interminables. L'association Agir a rencontré ce matin le directeur de la Poste sans aucune avancée notoire. Les rencontres photographiques de Guyane se poursuivent jusqu'au 26 novembre sur tout le territoire. Nous vous proposions le portrait de 2 photographes de talent qui ont marqué par leur originalité. Enfin, une compétition 100% féminine, le Raid des Alizés réunira en Martinique 200 aventurières autour d'épreuves multisports, les derniers entraînements d'une des équipes guyanaises. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Quant à moi, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.